Bon matin à tous. J'espère que vous allez bien en cette merveilleuse journée. Bonjour Vanessa, bonjour Martin. Bonjour. Bienvenue à notre deuxième webinaire sur le e-commerce omnicanal pour petites entreprises. Je me présente Karina Serré du Conseil québécois du commerce de détail. Je suis la directrice des communications et aujourd'hui, les thèmes seront élaborer votre propre stratégie omnicanal, utiliser des techniques de recyclage avancées pour augmenter vos ventes et assurez-vous de ne perdre aucune vente en utilisant de façon efficace les courriels de vos clients. Donc, je vous souhaite un excellent webinaire et ce webinaire est en collaboration avec Détail Québec. Donc, le CQCD tient à remercier également Détail Québec pour ce partenariat. Donc, Vanessa, je te laisse la parole et je souhaite un excellent webinaire à tous. Merci beaucoup. Profitez-en. Bonne journée. Bonjour à tous. De mon côté, je vais être en charge des questions-réponses adressées à Martin. Donc, on invitera tous les participants qui ont des questions à l'écrit d'utiliser la barre d'outils en bas de votre écran. Vous avez l'option QR. Donc, durant toute la conférence, posez vos questions à l'écrit et je les poserai à la fin à Martin. Pour ceux qui ont des questions à l'oral, vous pouvez utiliser la main levée durant les échanges de questions-réponses et j'activerai votre micro. Bon webinaire à tous. Je laisse la parole à Martin pour sa conférence. Merci. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer en fait par partager mon écran pour vous montrer la présentation. D'accord, donc je crois bien que ça fonctionne. C'est parfait. D'accord. Donc, comme mentionné, dans le fond, la semaine dernière, j'ai fait une présentation en fait, sur la vente omnicanal. Et maintenant, c'est la deuxième partie de cette formation-là. Je vais faire un retour très, très rapide sur ce qu'on a vu la semaine dernière pour que vous compreniez bien de quoi on va discuter aujourd'hui. Tout d'abord, je vais juste me présenter. Mon nom, c'est Martin Aubry. Je suis de MA Marketing et du CQCD. Ça fait une quinzaine d'années que je travaille en marketing numérique. J'ai conseillé plus de 200 entreprises. Je me spécialise principalement dans 4 domaines, les infolettes, publicité en ligne, référencement organique et la conception de sites Shopify. On en a parlé brièvement. Donc, dans le fond, c'est un petit peu le déroulement du webinaire. Il va y avoir une période de questions à la fin du webinaire. Et les 3 principaux thèmes qu'on va aborder, c'est de vous assurer de ne perdre aucune vente en utilisant de façon efficace les courriels de vos clients, utiliser des techniques de recyclage avancées pour augmenter vos ventes, et puis découvrir les techniques omnicanal avancées qui sont utilisées souvent par les grandes entreprises. Premièrement, la stratégie omnicanal, c'est quoi? En fait, ce qu'on a vu la semaine passée, c'est beaucoup du multicanal. Dans le fond, ce qu'on a vu la semaine passée, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que, je vais juste prendre mon pointeur, c'est-à-dire qu'on a des sources de trafic et ces sources de trafic-là, dans le fond, entrent sur le site. Donc, ça, c'est un canal, un autre canal et un autre canal. Donc, la stratégie omnicanal, c'est basé sur 2 choses principalement. C'est basé sur l'automatisation des processus. On va voir de quel processus on parle un petit peu plus tard. Et la stratégie omnicanal, la différence, c'est que ça rejoint le client avec un message adapté à sa situation. Un message adapté à sa situation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être un message adapté à où est-ce qu'il se trouve présentement. Est-ce qu'il est sur un média social? Est-ce qu'il est sur Internet? Est-ce qu'il est sur une application que vous avez de votre magasin? Et puis, sa situation aussi, où est-ce qu'il en est par rapport à son processus d'achat? Donc, l'idée, évidemment, c'est que tout ce processus se fasse de façon automatisée. Donc, comme je mentionnais, ce qu'on a vu la semaine passée, c'est ça. Ce qu'on va voir cette semaine, en fait, c'est comment on fait pour passer de ça à ça ici. Donc, en fait, comment on fait pour faire, une fois qu'on a attiré des clients, puis qu'ils ont fait un premier geste de se rendre sur le site Web, comment on les fait pour les faire passer à l'étape 2 et à l'étape 3? Vous allez voir, vous voyez ici que pour faire avancer, dans le fond, les gens
dans le canal d'acquisition, ça va passer beaucoup par deux grandes façons, en fait. L'inscription à l'infolettre, donc par le courriel, et par le remarketing. On va commencer déjà en regardant le courriel, mais avant, en fait, je vais répondre à une question qui est peut-être un petit peu évidente pour vous, mais pourquoi on veut une stratégie omnicanale? En fait, la logique, c'est assez simple, c'est que quand vous avez une stratégie qui est omnicanale, vous offrez la possibilité à un client de vous rejoindre de plusieurs façons différentes et d'entrer en relation avec vous ou avec votre marque de plusieurs façons différentes. Ici, on a une statistique. Donc, la question, c'est combien d'achats faites-vous par le site web de votre détaillant favori? Donc, ceux qui font des achats, 49 %, donc qui font des achats au moins une fois par semaine, dans le fond, vont être engagés jusqu'à 10 fois et plus, vont être engagés dans plus de 10 canaux différents. Donc, des canaux différents, ça peut être quoi? Bien, comme je vous mentionnais, ça peut être le site web en est un, les médias sociaux, toutes les formes de médias sociaux, chaque média social est un canal différent. L'infolettre est un autre canal, la publicité est un autre canal. Donc, plus on rejoint la personne, plus on risque de vendre à cette personne-là. Puis c'est logique, en fait, parce que vous allez développer votre notoriété très, très spécifiquement avec ces gens-là. Donc, ces gens-là, vous allez avoir une très, très grande notoriété avec ces personnes-là. Donc, vous allez avoir beaucoup plus de chances d'effectuer des ventes avec ces clients-là. Maintenant, pour débuter votre stratégie omnicanal, la première chose, c'est obtenir l'adresse courriel de vos visiteurs. J'en ai parlé peut-être un petit peu la semaine passée, mais en fait, c'est la première étape. En fait, je dirais même que souvent, pour des sites, peut-être pas dans le e-commerce, mais tout dépendant en fait du type de produit que vous vendez, ça devrait presque être le but ultime. Donc, je ne veux pas vendre à mon client, je veux obtenir son adresse courriel. Puis vous allez voir aussi que si vous êtes une entreprise de service, c'est la chose qui est la plus importante. Je veux obtenir l'adresse courriel du visiteur. Ici, je vous ai mis des exemples de ce qu'on appelle des fenêtres pop-up. La meilleure façon d'obtenir des adresses courriel de vos clients, c'est en ayant un pop-up sur votre site. Donc, un pop-up, c'est quoi? C'est une offre qui va apparaître. Souvent, ça va être après 5 ou 10 secondes que la personne est sur le site, puis on va lui faire une offre spéciale. Souvent, ça va inclure un rabais ou tout simplement de l'encourager à s'abonner à votre infolette. Donc, le but, c'est vraiment d'obtenir l'adresse courriel. Maintenant, ça ici, ce sont des techniques de base. Il y a des techniques qui sont plus avancées pour obtenir l'adresse de courriel. Donc, il y a certaines choses que vous devez faire quand vous utilisez des pop-ups. Je vais juste mentionner une petite chose. Les gens, souvent, ne sont pas très positifs par rapport au fait de mettre un pop-up sur le site. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent ça achalant. Donc, on ne veut pas avoir un pop-up qui sort à tout moment. Le problème avec les pop-up, en fait, c'est que ça fonctionne. Il n'y a personne qui aime les pop-up, mais tout le monde s'abonne. Tout le monde s'abonne par des pop-up. Si vous allez voir votre liste d'infolettes, c'est pas presque sûr qu'il y a la moitié des infolettes auxquelles vous vous êtes abonné, que c'est par un pop-up. Le pop-up, il est fatigant si vous n'êtes pas intéressé par le produit. Si vous êtes intéressé par le produit, bien, le pop-up, il devient plus fatigant, là, il devient intéressant. C'est-à-dire, là, je suis pas mal avancé là, dans le fait que je risque de m'acheter un vélo. Puis là, je vais magasiner sur des sites, puis il y en a un que, il me sort un 5 % de rabais ou un 10 % de rabais sur un vélo, ou il m'offre un item gratuit si j'achète un vélo. Là, à ce moment-là, ça devient intéressant pour moi. Et puis là, je vais m'abonner. Donc, le pop-up est fatigant quand ce sont des clients qui ne sont pas intéressés. Quand c'est des clients qui sont intéressés, bien là, il devient très intéressant. Le client qui vous donne son adresse courriel est extrêmement important. Pourquoi? Parce que le client qui vous donne une adresse courriel vous dit plusieurs choses. Il vous dit « Je connais votre marque, votre rabais ou l'offre m'intéresse et je vais faire un achat prochainement. »
Donc, on s'entend là, que cette personne-là est déjà très avancée dans son processus d'achat et dans le fond, l'idée, c'est qu'on puisse vouloir l'accompagner avec le courriel. Donc, cette personne-là ne doit pas juste vous donner une adresse courriel puis obtenir le rabais. Vous devez l'accompagner durant le processus d'achat. On va le voir un petit peu plus loin. Je veux juste terminer avec les pop-up avant. Il y a certaines choses que vous pouvez faire avec les pop-up. Puis les pop-up, en fait, il y a beaucoup de choses avancées qu'on peut faire. Une des bonnes pratiques, c'est d'éviter d'afficher une fenêtre pop-up dès l'arrivée sur le site. Donc, on ne s'est même pas présenté, on n'a même pas dit bonjour, puis là, bang, tout de suite, on a un pop-up qui saute. Ça, on veut éviter ça. On veut aussi éviter les pop-up qui sont à répétition. Donc, on va vouloir attendre au moins 5 ou 10 secondes avant d'avoir un premier pop-up. Par la suite, ce qu'on va vouloir éviter, c'est d'afficher des pop-up à répétition. C'est-à-dire, j'arrive sur la page d'accueil, j'ai un pop-up, je le ferme. J'arrive à une page de produit, j'ai un pop-up, je le ferme. J'arrive à une page de collection, il y a un pop-up, je le ferme encore. Ça, on veut éviter ça. Il y a beaucoup présentement, vous avez peut-être entendu parler du fait que vous pourriez être pénalisé pour votre référencement organique si vous utilisez des pop-up. J'entends ça de plus en plus parce qu'en fait, Google a fait une mise à jour des pop-up de sa politique par rapport aux pop-up. En fait, ce que Google veut surtout éviter, c'est que votre site devienne un sapin de Noël puis qu'il y ait 12 pop-up qui s'affichent, que ça ralentisse le temps de téléchargement de vos pages et dans le fond, que ça nuise en fait à l'expérience de votre client. Si vous avez un pop-up qui apparaît 5 ou 10 secondes sur votre site, 5 ou 10 secondes après l'arrivée sur le site, ça m'étonnerait très beaucoup qu'il y ait quelques pénalité que ce soit ou une baisse du trafic organique. D'ailleurs, vous pouvez le voir, la plupart des grands commerçants l'utilisent encore. Si vous allez sur des sites comme Lacenza, Simons, etc., puis que vous allez en mode incognito, petit truc si vous voulez voir des pop-up, mais si vous allez en mode incognito avec vos fenêtres, dans le fond, le furteur ne vous a pas identifié, donc vous allez revoir les pop-up que vous auriez peut-être vus si c'est pas votre comme si c'était votre première visite, en fait. Donc, tous les grands commerçants continuent à l'utiliser, donc je vous encourage fortement à le faire vous aussi. Ce qu'on veut éviter, c'est le syndrome sapin de Noël, puis que là, ça flash partout parce qu'on voit des pop-up partout, puis que c'est un après l'autre, après l'autre, après l'autre. Là, à ce moment-là, vous risquez d'avoir des pénalités par rapport à votre trafic organique. Une chose qui est souvent problématique, assurez-vous que les pop-up que vous utilisez s'affichent correctement en version mobile. On veut être mobile first. Mobile first, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première chose que vous devez regarder, puis ça, je vous dis d'ailleurs, si vous voulez un nouveau site web, là, on dirait que le premier réflexe que les gens ont, c'est bon, mais je vais regarder sur ma version desktop ce que ça a l'air. En fait, vous devez regarder sur la version mobile ce que ça a l'air. Parce que la majorité des visiteurs qui vont sur votre site sont probablement sur leur mobile. Puis ce pourcentage-là augmente. Je pense que l'année passée, on est à peu près à 55-45. Et plus ça va aller, plus il va y avoir des visiteurs qui vont être en version mobile, puis ça va être 60-70% de vos visiteurs qui vont être en version mobile. Donc, arrêtez de regarder seulement votre site en version desktop, mais regardez-le en version mobile. Puis pour les pop-up, bien évidemment, assurez-vous qu'il s'affiche correctement. Un des problèmes qu'on a souvent avec les pop-up, c'est que le pop-up va être trop gros pour la fenêtre, puis là, on n'est plus capable de le fermer avec le X parce que le X est caché en haut. Donc, assurez-vous que c'est affiché correctement et que c'est possible de le fermer. Parce que si la personne n'est pas capable de fermer le pop-up, c'est presque automatiquement un bounce sur votre site. Maintenant, il y a plusieurs styles de pop-up qui peuvent être utilisés. On parle beaucoup de 5 ou 10 secondes. Dans le fond, il y a des pop-up qui peuvent être utilisés à tout moment. Je veux juste revenir sur les pop-up, utiliser des pop-up contextuels. Un pop-up contextuel, c'est quoi? Ça dépend de où la personne se trouve sur le site. Donc, si la personne se retrouve dans les sections vêtements pour femmes, vous allez pouvoir utiliser un pop-up qui va être précisément pour cette section-là. Et comme le pop-up va s'afficher dans un contexte particulier, vous êtes même capable déjà de classer cette personne-là comme étant une personne vêtements pour femmes ou une personne sport de plein air ou une personne hockey. Donc, en utilisant des pop-up contextuels comme ça va vous aider beaucoup
à mieux cibler vos clients par après. Puis, ça va vous permettre aussi de faire des offres qui vont être plus ciblées, puis vous allez avoir un meilleur taux, de conversion. Vous pouvez aussi, donc au niveau des styles de pop-up, on a toujours l'impression que ce qu'on veut, c'est un pop-up, c'est quoi? Bien, c'est je suis sur le site, puis il y a un pop-up qui sort. Il y a des pop-up qui peuvent sortir dans différentes circonstances. Un que j'aime beaucoup, c'est ce qu'on appelle un page takeover. Un page takeover, c'est quoi? Vous avez peut-être déjà vu ça. C'est un pop-up, mais qui prend toute la page. Donc, la page va changer de couleur, puis il va y avoir une offre qui va s'afficher. Cette offre-là va souvent s'afficher quand on va avoir aussi ce qu'on appelle un exit intent. Donc, un exit intent, c'est quoi? C'est que la personne magasine sur votre site, puis là, tout d'un coup, elle va aller vers le haut pour aller fermer le tab parce qu'elle va quitter le site. Donc, à ce moment-là, vous pouvez avoir un pop-up ça s'appelle un exit intent, donc une intention de sortie. Donc, quand la personne va vouloir sortir puis fermer le tab, le pop-up va détecter ça et puis là, on va faire une offre à cette personne-là. Donc, ça, c'est très bien. Pourquoi? Parce que dans le fond, c'est un client que vous alliez perdre de toute façon. Donc, en faisant une offre à ce client-là, vous allez peut-être, premièrement, l'abonner à votre infolette, mais peut-être même que vous allez réussir à faire une vente avec ce client-là. Et c'est un client que vous auriez perdu. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à ajouter sur votre site Web. J'en ai parlé un petit peu tantôt. Une fois que vous avez un client qui vous donne son adresse courriel, comme je vous mentionnais tantôt, c'est un client qui est très, très intéressé par vos produits. Ce qu'on veut faire absolument, c'est une personne qui s'inscrit à votre infolette. Vous voulez absolument avoir ici ce qu'on appelle une série de courriels automatisés. Donc, généralement, ce que je conseille, le cas typique, en fait, c'est vous êtes une entreprise de e-commerce, la personne s'est inscrite à votre infolette, puis s'est inscrite avec un rabais, par exemple un rabais de 10 %. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que sur une série de 10 jours, cette personne-là va recevoir une série de courriels, de 4 ou 5 courriels. Généralement, ça va être 4 courriels. Alors, ça va ressembler à quoi? Et puis ça, ce sont des séries qui sont automatisées. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez automatiser ça à partir de votre gestionnaire d'infolette. C'est pas surtout pour ce qu'on appelle un Welcome Series ou une série de bienvenue. C'est quelque chose qui est très, très basic et qui est presque offert dans tous les outils. MailChimp, c'est quelque chose qui va faire, pas dans la version gratuite, mais dans la version, si vous avez un compte payant avec MailChimp, vous allez pouvoir faire ça très, très facilement. Donc, je vous encourage fortement à le faire. Donc, à quoi ça ressemble? Immédiatement, la personne s'inscrit, elle va recevoir une confirmation avec un code rabais. Donc, comme je vous mentionnais tantôt, dans un monde idéal, il y a un code rabais qui est envoyé. 24 heures après, on va envoyer un autre courriel, ce qu'on va appeler un courriel de bienvenue. Donc, ce qu'on veut avec le courriel de bienvenue, c'est quoi? On ne veut pas vendre. À ce moment-là, on veut créer une relation avec le client. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va l'informer sur votre entreprise, vos valeurs, les produits que vous pouvez offrir, qu'est-ce que cette personne-là va recevoir dans son infolette. En fait, l'idée, c'est de vous présenter en tant qu'entreprise pour établir une relation qui n'est pas toujours transactionnelle avec le client. 5 jours après, on va faire un rappel de la promotion. Ce rappel-là va être envoyé si la personne n'a pas fait d'achat sur le site. Donc, 5 jours après, on rappelle la promotion. Donc, oui, tu as un rabais de 10 %. Je voulais juste te mentionner que ce rabais-là est bon pour encore 5 jours. Donc, voici peut-être une liste de produits qui pourrait être intéressante pour toi. 9 jours après, donc 24 heures avant la fin du rabais, on va faire un dernier rappel de promotion. Donc là, ça va être quoi? Ça va ressembler à dernière chance pour profiter de votre promotion. Oui, je voulais juste te rappeler, tu as un rabais qui est toujours bon, mais par contre, qui est bon et il se termine dans moins de 24 heures. Donc, si tu veux l'utiliser, c'est maintenant qu'il faut le faire. Ça ici, c'est probablement une des choses les plus efficaces que vous pouvez faire sur votre site. C'est quelque chose qui est automatisé et c'est quelque chose qui donne d'excellents résultats. Et puis, quand vous y pensez, ça va vous donner, ça améliore les résultats de tous vos canaux de vente. Ça améliore, que ce soit la publicité ou peu importe, la personne qui s'inscrit à votre courriel a passé une étape supplémentaire dans votre processus d'achat. Donc, c'est vraiment une chose qui est
absolument primordial pour moi à faire si vous voulez faire un petit peu d'e-commerce avancé, d'avoir une série de courriels automatisés comme celle-là. Petite statistique, utiliser des séries de courriels automatisés. Pourquoi on veut faire ça? Bien, une série de 3 courriels performe mieux. 90% plus de commandes pour une série pour un Welcome Series. Un Welcome Series, c'est la série de bienvenue comme on vient de le voir. Donc, 90% plus de commandes. Donc, c'est énorme. D'autres courriels qui peuvent être intéressants pour vous. Un Cart Recovery. Un Cart Recovery, c'est des gens qui vont sur votre site, qui laissent des produits dans le panier. On peut leur envoyer un rappel pour leur dire « Hey, tu as des produits dans ton panier, tu n'as pas fait l'achat, est-ce que tu as oublié, est-ce que tu as besoin d'aide? » Ce qui est le plus efficace en passant pour les Cart Recovery, c'est attendez pas très longtemps. Faites-le 1 heure ou 2 heures après que la personne se soit laissé des produits. Souvent, les gens vont attendre 24 heures, mais faites-le 1 heure ou 2 après, immédiatement quand la personne ne complète pas son cart. 75% plus de commandes pour une réactivation des clients. Donc, une réactivation de clients, ça, c'est une autre chose que vous pouvez faire, juste un petit tip là, par rapport à vos courriels, c'est que vous pouvez envoyer des séries de courriels à des clients qui ne sont plus actifs, donc des gens qui n'ont pas envoyé de courriel, qui n'ont pas reçu de courriel dans la dernière année. Je vous encourage, si vous voulez en savoir plus sur les courriels, à vous abonner peut-être à mon profil LinkedIn puis ou à celui du CQCD. Je vais donner une autre formation au mois d'août très complète sur les courriels spécifiquement. Donc, on va pouvoir en parler plus en détail. Développer des campagnes de remarketing. Les campagnes de remarketing, c'est probablement la deuxième façon la plus efficace pour vous de faire avancer vos gens dans votre canal, dans vos différents canaux de vente. Il y a principalement il y a deux façons. Il y a plein de façons, en fait, de le faire. Ceux que vous connaissez le plus facilement, c'est probablement faire du remarketing avec Facebook et avec les différents sites web qui ont des publicités visuelles. Je vais juste peut-être donner une petite formation. Une petite formation, vous dire c'est quoi du remarketing? En fait, du remarketing, c'est quoi? C'est une personne vient sur votre site web et vous voulez, par la suite, dans le fond, vous rejoignez cette personne-là par des publicités visuelles sur le web ou par les médias sociaux. Et ça vous permet, en fait, de rejoindre ces gens-là puis de les aider, ou en tout cas, à ne pas vous oublier puis à faire leur achat. Donc, en fait, c'est de faire des publicités à des gens qui sont intéressés à vos produits. Là, je veux juste parler d'une petite chose que je considère qui est souvent mal fait, même par les agences de publicité. Le remarketing, le cas classique, puis je suis certain que vous avez déjà vécu cette expérience-là, vous allez sur un site web et puis vous voyez un produit et puis là, pendant 10 jours, généralement, ça va être ça qui va être fait. Pendant 10 jours, vous allez voir des publicités sur ces produits-là, un peu partout pour vous. Puis, donc, Amazon le fait d'une très belle façon d'ailleurs. C'est une très bonne pratique à faire. Pourquoi? Parce que dans le fond, la personne est en processus d'achat, va faire un achat prochainement. Donc, on va, tout dépendant du délai d'achat, c'est sûr que si c'est pour une maison, peut-être que plus que 10 jours, vous pourriez faire des publicités pendant 30 jours, 60 jours. Mais si c'est pour des produits comme des vêtements, généralement, ça va être une dizaine de journées. Donc, ça, c'est très bien de le faire et c'est ce que la plupart des agences vont faire. Par contre, il faut que vous soyez dans la logique d'utiliser vos campagnes de remarketing comme comme vous utilisez votre infolette. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui vient sur votre site web est intéressée par vos produits. Si cette personne-là vous donne son adresse courriel, vous allez lui envoyer un courriel, peut-être une série de courriels, mais si, admettons, la personne n'a pas acheté après sa série de courriels, vous allez continuer à rejoindre cette personne-là. Vous allez lui envoyer un courriel une fois de temps en temps, une fois par mois, au moins en tout cas une fois par mois, parce que c'est quand même un client potentiel. Ce n'est pas parce que la personne n'a pas acheté au départ que ça veut dire que ce n'est pas un client potentiel. Le remarketing doit être utilisé exactement de la même façon. Moi, ce que je conseille de faire, c'est d'avoir le groupe 10 jours, comme je vous mentionnais tantôt, mais aussi d'avoir un groupe 540 jours. Un groupe 540 jours, c'est quoi? C'est le maximum de jours, en fait, que vous pouvez conserver un cookie. Donc, pendant 540 jours, vous pouvez
être en mesure de rejoindre les gens qui ont été sur votre site Web. Est-ce que ça veut dire que vous voulez faire des publicités en tout temps à ces personnes-là? Non. En fait, vous créez un groupe, vous accumulez des cookies, donc des façons d'identifier des clients qui ont été sur votre site, et vous leur faites de la publicité seulement à des moments spécifiques dans l'année. Par exemple, c'est le Black Friday. Par exemple, c'est le début d'une nouvelle saison. Par exemple, vous avez une promotion majeure sur votre site. Donc, au lieu d'afficher ça partout sur le web, mais affichez-le aux clients qui sont déjà venus sur votre site web et qui vous connaissent. Donc, vous risquez d'avoir des résultats qui vont être beaucoup plus efficaces que si vous affichez at large tout le temps. Donc, créez-vous un compte, peut-être un groupe 10 jours, 30 jours, mais créez aussi des groupes, un groupe 540 jours. Puis si vous avez un site web qui est très achalandé avec beaucoup de visiteurs, bien, créez des groupes différents selon les sections qui sont visitées par vos clients. Donc, si j'ai une section femmes, une section hommes, bien, lui, je suis une section homme, donc je vais lui faire la publicité pour les vêtements pour hommes. Donc, soyez ciblés un peu dans vos groupes. Si vous avez du trafic, bien, à tout le moins, gardez une façon de pouvoir rejoindre ces gens-là par la suite, même s'ils n'ont pas fait d'achat avec vous dans les 10 premiers jours. Donc, comme je mentionnais, l'important, créer plusieurs groupes cibles. OK? Rejoignez vos clients qualifiés seulement. C'est quoi un client qualifié? Bien, c'est un client, selon moi, ça, c'est une autre chose aussi qui n'est pas souvent faite. Le taux de rebond sur un site web, c'est que c'est à peu près 58 %. Ça veut dire qu'il y a une grosse partie des gens qui vont arriver sur votre site web, qui vont passer 2 secondes ou 3 secondes sur votre site, puis qui vont sortir parce que « Ah non, ce n'est pas ce que je cherche ». Puis ça, c'est normal, puis ça arrive constamment sur le web. Ce que vous voulez, c'est éviter de faire du remarketing à ces gens-là. Donc, assurez-vous que les clients à qui vous faites du remarketing, c'est des clients qui sont qualifiés, c'est-à-dire qui ont passé au moins 3 secondes sur votre site, par exemple. Donc, ça, c'est aussi un élément qui est quand même assez important. Et puis, comme je vous mentionnais, utilisez le remarketing comme s'il s'agissait d'une infolettre. Développer des campagnes de géofencing. Le géofencing, c'est quoi? En fait, c'est que ça vous permet de cibler des acheteurs potentiels selon leur location physique. Généralement, en fait, quand vous allez développer une publicité en ligne, vous allez par défaut cibler des territoires. Donc, je fais de la publicité au Québec, je fais de la publicité au Canada, par exemple. Le géofencing, c'est un petit peu la même logique, c'est juste que vous allez cibler des clients par rapport à leur location géographique, mais de façon beaucoup plus précise. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, cibler des clients qui sont près de votre commerce. J'ai une cliente qui ouvre un magasin de vêtements, puis dans le fond, elle se retrouve dans un nouveau quartier parce que c'est une nouvelle boutique. Bien, une des choses qui est vraiment intéressante à faire, c'est que si on fait des campagnes publicitaires, bien, je vais faire des campagnes publicitaires dans les 2, 3, 4, 5 kilomètres maximum autour de ma boutique. Pourquoi? Parce que je sais que les gens qui viennent à ma boutique, généralement, vont être localisés dans cette distance-là. Puis ce que je veux faire, c'est me bâtir de la notoriété auprès de ces clients-là. Donc, peut-être que le client qui est à 10 km, il n'a aucune idée si vous êtes qui, puis votre boutique, puis qu'est-ce que vous vendez. Mais si vous êtes intense dans la publicité, c'est sûr que tout le monde dans un rayon de 5 km va savoir qui vous êtes parce que vous allez avoir été très, très actif sur le ciblage de vos clients de façon géographique. Donc, vous pouvez cibler des clients qui sont près de votre commerce et vous pouvez cibler aussi des clients dans les commerces de vos concurrents. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, vous avez une grosse vente, ça, c'est surtout efficace pour les magasins qui vont être ciblés, qui vont être quand même relativement gros, là, comme par exemple un magasin de rénovation, ce genre de choses-là. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que par exemple, moi, je suis Renault Dépôt, j'ai une grosse vente aujourd'hui, j'offre, je ne sais pas moi, 10 ou 20 à tous mes clients sur une catégorie de produits ou sur toutes mes catégories de produits. Bien, je pourrais cibler les gens qui se retrouvent dans le coin du Home Depot, parce que les gens qui se retrouvent dans le coin du Home Depot, bien, c'est probablement des gens qui risquent d'être au Home Depot.
Et quand ces gens-là vont se retrouver dans cette zone-là, bien là, ils vont voir que chez Renault Dépôt, il y a un rabais, il y a un 10 il y a un 20 de rabais. Donc, je vais peut-être aller faire mes achats là à la place si je me rends compte qu'ils n'ont pas le produit que j'ai ou j'aimerais mieux avoir le produit à rabais chez le concurrent. Donc, ça, c'est une pratique qui est faite de plus en plus. Les clients sont ciblés, comme je mentionnais, soit par des publicités sur les réseaux sociaux ou sur d'autres sites web. Le géofencing, c'est quand même assez efficace sur les réseaux sociaux. Pas nécessairement sur les autres sites web. Les réseaux sociaux, pourquoi? Parce que si je suis sur... il est fort probable que quand je suis dans Home Depot, je risque plus d'aller sur mes médias sociaux que d'aller browser sur le web, à moins que ce soit pour faire du price checking. Mais généralement, les réseaux sociaux sont assez efficaces pour ça, puis permettent un ciblage peut-être un petit peu plus précis géographiquement aussi. Je pense à Facebook, entre autres. Le géofencing est souvent plus efficace lorsqu'il est utilisé à partir d'une application. Oui, en fait, souvent, les gens ne comprennent pas nécessairement l'utilité d'avoir une application, par exemple, dans l'App Store pour leur commerce. Pourquoi? Bien, parce que, écoute, mon site est accessible en version mobile. Les gens peuvent aller passer la commande là. Ils peuvent avoir leur compte, ils ont leur login, ils ont tout ça. Fait qu'il n'y a pas vraiment d'utilité pour moi. Je ne comprends pas pourquoi il faudrait que j'aille une application. Puis en fait, c'est correct si vous n'êtes pas un grand magasin de ne pas avoir cette application-là. Mais l'idée derrière l'application, c'est que vous allez avoir beaucoup plus de data sur vos clients. Puis une de ces datas-là qui est vraiment intéressante, c'est où est-ce que le client se trouve. Donc, par exemple, vous pouvez faire des offres selon où le client se trouve. Et en plus de ça, c'est que cette offre-là, si la personne a décidé qu'elle voulait recevoir des notifications de la part de votre application, elle va voir l'application, la promotion qui pop directement sur le téléphone, comme un message texte. Donc ça, c'est vraiment, vraiment efficace. Et c'est pour ça que les grands détaillants utilisent des applications à partir de leur App Store. Des exemples d'utilisation de campagnes de géofencing, justement. Voici quelques exemples de ce que des grandes entreprises font. The North Face envoie d'offres ciblées selon la température et la location des clients par leur application. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, il pleut. J'ai des clients qui sont pas loin de North Face. Je vais leur envoyer un petit pop-up pour leur dire « Hey, aujourd'hui, seulement pour toi, tu vas utiliser ce code rabais-là quand tu arrives à la caisse, puis on va te donner 10 de rabais sur tous les produits, sur tous les manteaux de pluie, par exemple. » Donc, ça, c'est le genre d'utilisation que vous pouvez faire avec du geofencing. Starbucks offre envoyer selon la localisation du client. Ceux qui ont l'application Starbucks, vous avez peut-être déjà remarqué que quand vous arrivez près d'un Starbucks, dans le fond, souvent, vous allez avoir un pop-up qui va vous dire, qui va vous faciliter l'accès à votre application pour payer par votre application, par exemple. Mais dans le fond, vous pouvez envoyer, Starbucks peut envoyer aussi des offres selon où le client se trouve. Donc, le client est près d'un Starbucks à ce moment-là. Bon, à ce moment-là, je peux lui envoyer une offre. Puis, je suis certain qu'ils le font aussi selon la température. S'il fait chaud, ça va être les cafés glacés, etc. Puis, si on peut le faire à des clients qui sont des clients déjà acheteurs de Starbucks parce qu'ils ont l'application puis qui se trouvent près d'un commerce. Donc, ça, c'est vraiment très efficace aussi. Vous avez peut-être déjà vécu l'expérience aussi avec Uber. Vous avez un client qui est informé des services de son arrivée à l'aéroport. Donc, vous voulez prendre un Uber en sortant de l'aéroport, bien, ça vous dit déjà si vous voulez prendre un Uber, tu as juste à te diriger à tel endroit, puis c'est là le pick-up pour les Uber, par exemple. Ou des fois, vous voulez prendre un Uber, puis Uber vous dit hey, je vois que tu es à l'aéroport. Présentement, cet aéroport-là, on ne la couvre pas, nos services ne sont pas offerts, mais sont offerts dans la ville, par exemple. Donc, ça, c'est des exemples d'utilisation de campagnes de géofencing que vous pouvez faire. Évidemment, ce sont des techniques avancées. Ce n'est pas nécessairement des techniques qui sont accessibles à tous. Mais c'est en fait pour vous donner une idée, dans le fond, de jusqu'à où vous pouvez vous rendre avec les stratégies omnicanales. Le marketing omnicanal avancé. Donc,
le top du top, en fait, ce que vous voulez avoir quand vous avez une technique d'omnicanal avancée, c'est que vous allez avoir un outil centralisé qui va réunir toutes les interactions de chaque client avec la marque. Souvent, ça va être un CRM. Donc, un CRM, c'est pour Contact Relationship Management. Donc, un CRM qui est très, très connu, c'est Salesforce. Je vous en parle un petit peu plus dans quelques instants. Donc, l'idée du CRM, c'est quoi? C'est que toutes les données sont centralisées à cet endroit-là et vous pouvez ensuite agir en conséquence de ces données-là. Donc, l'idée, ce n'est pas juste d'avoir des données, c'est d'être capable d'agir avec ces données-là. En fait, je vous dirais que c'est souvent le challenge des entreprises, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de données. On ne sait pas trop comment interpréter ça, puis on ne sait pas exactement comment le faire. Un outil comme Salesforce va pouvoir vous permettre de faire ce genre de choses-là. Il faut comprendre que quand vous avez du marketing omnicanal avancé, ça demande une équipe qui est assez solide, puis ça demande beaucoup de temps pour créer, pour automatiser et optimiser toutes les actions. Donc, ce n'est pas nécessairement accessible à tous. Le marketing omnicanal avancé, l'exemple Salesforce. Donc, Salesforce, c'est un CRM à la base qui a beaucoup, beaucoup évolué avec le temps donc un Contact Relationship Management. S'il y en a qui ne savent pas c'est quoi, en fait, à la base, c'est une base de données de tous vos contacts clients. Donc, ça vous donne les informations, par exemple, adresse, courriel, téléphone, etc., les interactions que vous avez eues avec ce client-là, ce que ce client-là a déjà acheté, etc. Donc, et maintenant, dans le fond, le CRM est vraiment le point de départ des stratégies omnicanales qui sont avancées. Donc, en fait, qu'est-ce que Salesforce nous dit? En fait, diffusez à vos clients le bon message qui trouve le ton juste au bon moment. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez intégrer tout et connecter tout. Je ne suis pas représentant Salesforce. En passant, je vous parle de Salesforce parce que c'est pas mal les majors à ce niveau-là, au niveau des CRM. Là. Puis, je dirais même qu'ils sont quand même assez abordables dans leur forfait de départ. Là. Je pense qu'il y a un forfait qui commence à 75 $. Elle ne va pas nécessairement inclure des fonctions très avancées d'omnicanal, mais au moins, il va vous permettre d'avoir un point de départ. Donc, intégrer tout et connecter tout, personnaliser le parcours de chaque client, donc les canaux marketing, publicité, courriel, les points de contact commercial, les points de contact service. Donc, ce que ça fait en gros, c'est que Salesforce va vous dire, bien, selon telle donnée, ce client-là, présentement, est un client qui est intéressant. Par exemple, vous faites du B2B, vous vendez à des entreprises, puis là, Salesforce va être capable de vous dire, hey, regarde, ce client-là, ça fait 3 fois qu'il vient sur ton site web et interagit avec 2 courriels. Présentement, c'est un client qui est hot, je pense que tu devrais l'appeler présentement. Ou si vous faites dans le cadre d'un e-commerce, ce client-là, présentement, est rendu à telle étape dans son processus d'achat, donc on va le rejoindre avec des publicités de tel type, avec tel type de publicité parmi nos différents réseaux publicitaires. Donc, l'idée, c'est vraiment de ramasser toutes les données puis de tout gérer ça à partir d'un CRM comme Salesforce. Et l'idée, c'est que ce CRM-là, dans le fond, va être capable d'apprendre et vous allez être capable d'automatiser des choses avec, et puis vraiment d'aller chercher, d'utiliser les données au maximum qui vous sont données. Donc, le but ultime du marketing omnicanal est d'accumuler une foule de données et d'agir en conséquence. Agir en conséquence, là, ça, c'est la partie qui est dure. Accumuler une foule de données, c'est la partie qui est plus simple. Donc, de plus en plus de solutions sont offertes aux petites entreprises. Donc, vous pouvez regarder ça pour vous si vous pensez que ça pourrait être intéressant. C'est déjà tout pour la formation omnicanal. J'espère en fait que j'ai pu répondre à quelques-unes de vos questions. Je sais qu'on a parlé de certaines stratégies qui sont avancées, mais il y a des stratégies que vous pouvez mettre en place vous-même. J'en ai parlé tantôt, là, mais la série de courriels automatisés, un pop-up, du remarketing. Si vous faites juste ces 3 petites choses-là, ça va vous aider énormément. Si vous n'avez pas une série de courriels automatisés, si vous n'avez pas de pop-up, allez faire ça tout de suite. Ça va être quelque chose de très, très bénéfique pour votre entreprise.
Donc, est-ce qu'on avait des questions? Oui, j'ai des questions, Martin, donc je vais te les poser. D'accord. La première question, quelle est la meilleure stratégie de pop-up? Une seule, maximum 2, 3? As-tu des recommandations? En fait, je vous dirais qu'on veut essayer d'éviter de donner plusieurs pop-up aux clients. Il y a moi, un outil de pop-up que j'utilise beaucoup, ça s'appelle Opt-in Monster. Ça vous permet, en fait, d'avoir plusieurs relations différentes entre vos campagnes de pop-up. Donc, par exemple, si un client voit un pop-up XYZ, il ne verra pas un autre pop-up parce qu'il a déjà vu celui-là, puis la même chose est vraie. Donc, ça vous évite que votre client voit plusieurs pop-up. Généralement, je vous dirais qu'un pop-up devrait être le standard. Normalement, on ne veut pas nécessairement que le client… je dis, c'est pas vrai. En fait, un pop-up, si le client le ferme, puis ensuite, on peut avoir ce qu'on appelle, comme je vous expliquais tantôt, un exit intent. Donc, c'est-à-dire un pop-up qui va sortir juste au moment où la personne veut quitter le site web. Donc, à plus que ça, personnellement, je n'irais pas. On peut avoir plein de pop-up qui roulent sur le site web, mais je ne dirais pas qu'un visiteur ait à interagir avec plus que 2 pop-up. Donc, un normal puis un exit intent. Parfait, merci. Deuxième question, c'était durant ta présentation. Cette stratégie est offerte une seule fois par adresse courriel, n'est-ce pas? Je pense que c'était un petit peu avant que tu parles du remarketing. Je ne sais pas si tu te souviens, la slide d'avant. Avant le remarketing, avant le remarketing, on a parlé des courriels. Ouais. Cette stratégie est offerte une seule fois par courriel, n'est-ce pas? La stratégie d'automatisation, j'imagine que c'est ce qu'on parlait. Donc, oui, dans le fond, une personne s'inscrit et va recevoir l'automatisation. Si la personne se réinscrit, à ce moment-là, elle ne va pas recevoir une deuxième série de bienvenue. Donc, dans le fond, c'est quand même relativement facile à faire. Vous avez juste à setter pour que ce soit seulement pour les nouveaux abonnés, non pas les abonnés qui pourraient se réabonner par le pop-up. Merci. Autre question, est-ce très dispendieux d'avoir son application? Son application, ça dépend de quelle application on parle. Généralement, je vous dirais que c'est quand même, on parle de pop-up ou de gestion d'infolettes, le classique, c'est évidemment MailChimp, mais il y en a d'autres, puis souvent pour 20, 30, 40 $ par mois, vous pouvez avoir quelque chose pour gérer vos infolettes de façon très correcte. Sinon, vous avez aussi la possibilité, pour le remarketing, dans le fond, on parle de Google Ads, donc la plateforme est gratuite. C'est l'affichage des publicités qui n'est pas gratuit. Si on parle d'un CRM, à ce moment-là, il y a une foule de CRM. Moi, je vous ai parlé de Salesforce parce que, dans le fond, eux vont avoir des fonctions assez avancées, mais vous pourriez avoir un CRM à 10 ou 20 $ par mois qui fait très bien l'affaire. Un que j'ai déjà utilisé, dans mon cas, c'est Nutshell CRM. Qui fait très bien le travail. Donc, vous pouvez y aller pour un CRM qui est peut-être moins avancé au début. Fait que tout ça pour dire que, dans le fond, vous pouvez vous en sortir quand même pour un prix qui est assez raisonnable par mois, peu importe vos besoins. Une question sur le géofencing. C'est quoi la marge d'erreur en lien avec le géofencing? Basé sur le serveur, sur l'adresse IP, comment on les capte autre que la localisation du CEII, si je dis bien. Je ne suis pas certain de comprendre exactement la question. En fait, le géofencing ne va pas nécessairement fonctionner par l'adresse IP, il va vraiment fonctionner par la localisation. Donc, si une personne se retrouve dans un endroit très restreint, je pense qu'une des stratégies que vous pouvez essayer, c'est que si vous voulez avoir quelque chose qui est vraiment très, très ciblé, c'est que quand vous faites vos publicités, vous pouvez cibler les endroits que vous voulez viser, mais vous pouvez aussi cibler les endroits que vous ne voulez pas rejoindre. Donc, souvent, dans le fond, vous allez pouvoir viser par exemple, un 2 km² ou un 3 km² ou plus petit, où ça, c'est la base, mais vous pouvez, dans le fond, viser une partie et exclure d'autres parties, ce qui fait qu'au bout de la ligne, vous allez vous retrouver avec une zone, dans le fond, visée, moins les parties qui sont exclues, vous allez vous retrouver avec une zone qui va être encore plus petite.
Donc, ça pourrait être une façon de le faire encore plus, ciblé. Mais je ne m'avancerai pas à savoir si on peut vraiment le faire, puis avec quelle plateforme c'est possible de le faire, mais je sais que définitivement quelque chose que j'essaierai. Je reviens juste pour la question sur l'application. La personne a mentionné que c'était une application sur l'Apple Store. Application sur l'Apple Store, OK. Oui. En fait, je vous dirais qu'il y a des possibilités d'avoir ça. Généralement, c'est quand même quelques milliers de dollars de développer une application sur l'Apple Store. Ce que je vous dirais, c'est qu'avant d'en arriver à une application sur l'Apple Store, assurez-vous que toutes les étapes d'avant ont été passées et que ces étapes-là sont rentables et que ces étapes-là sont optimisées et que ces étapes-là vous amènent des ventes sur une base régulière. Par la suite, vous pouvez investir dans le développement d'une application dans le App Store. Si vous avez un grand volume de clients aussi, c'est important. Tu sais, dans le fond, c'est mieux d'investir 5 000 en publicité et ne pas avoir et que ça va vous apporter beaucoup plus de ventes que d'investir 5 000 dans une application qui pourrait être dans le App Store, par exemple. Ceci dit, ce 5 000 $-là peut être intéressant pour vous. Ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Si vous vendez pour plusieurs centaines de milliers, voire quelques millions de dollars par année, à ce moment-là, vous pouvez l'envisager. Mais assurez-vous que vous avez passé des étapes avant. Merci. Le remarketing, tu proposes quel outil? Moi, j'utilise beaucoup Google. En fait, ce que je fais, c'est que je crée des groupes de remarketing dans Google Analytics et je cible ces groupes-là à partir de Google Ads. Donc, étant donné que les deux, c'est Google, les deux discutent ensemble. Je vous dirais que ce serait ça la base. Ensuite, évidemment, le Facebook Pixel par Facebook pour pouvoir rejoindre les gens sur leur fil de données sur Facebook. Je vous dirais que c'est vraiment les deux outils de base. Il y a certaines applications comme AdRoller, par exemple, qui vont se spécialiser dans le remarketing. Ça peut être intéressant aussi à envisager, mais je vous dirais que les deux outils de base que moi, je cible toujours, c'est vraiment Google Ads et puis Facebook par le Pixel. Est-ce que tu peux répéter le nom de l'outil pop-up? L'outil pop-up, oui, c'est Opt-in Monster, donc O-P-T-I-N, Monster, M-O-N-S-T-E-R.com. C'est un outil qui n'est pas tout à fait gratuit. Là. Je pense que c'est comme une quinzaine de dollars américains par mois pour avoir le pop-up de base, puis vous pouvez avoir des forfaits jusqu'à 50-60 dollars. Par contre, une des choses que j'aime beaucoup, c'est que Opt-in Monster va avoir beaucoup, beaucoup de flexibilité par rapport au type de pop-up que vous voulez faire. Et une excellente intégration avec MailChimp. Donc, vous pouvez aller ajouter des abonnés dans un groupe particulier d'une liste particulière dans MailChimp. Donc, quand vous commencez à avoir beaucoup d'abonnés, des fois, c'est quelque chose qui est pratique parce que vous pourriez peut-être vouloir avoir des automatisations qui ne sont pas seulement pour les gens qui s'abonnent à votre infolette, mais pour les gens qui sont abonnés à partir d'un pop-up particulièrement. Donc, c'est le genre de choses que vous pouvez faire avec Opt-in Monster. Quel outil CRM moins gros que Salesforce recommanderez-vous? Ça fait un certain temps que je n'ai pas travaillé, mais comme avec des CRM, je pense qu'il y en a, honnêtement, il y en a énormément et puis il y en a beaucoup qui sont très bons. Moi, j'ai déjà travaillé avec notre Shell CRM, j'ai trouvé que c'était très bien. La plupart des CRM vont vous donner à peu près les mêmes fonctionnalités. Ce que vous voulez peut-être vous assurer, c'est d'avoir quand même un CRM qui est relativement connu et qui va avoir beaucoup d'intégration. Si vous voulez avoir une intégration, par exemple, avec votre gestionnaire d'infolette. Donc, si la personne s'abonne, vous voulez avoir cette information-là dans votre CRM. Si la personne fait des achats, si vous pouvez connecter avec votre e-commerce, ça, c'est encore mieux. Peut-être un petit peu plus avancé, là, cette fonctionnalité-là. Donc, regardez les intégrations que vous pouvez avoir, puis regardez est-ce que c'est connu comme CRM. Puis, chaque CRM a ses différences aussi. Donc, allez-y pour ce que vous recherchez beaucoup. Souvent, ce qu'on va vouloir à la base dans un CRM, c'est avoir comme un funnel d'acquisition. Donc, c'est-à-dire j'ai un client qui est ici, puis on veut le faire passer pour le rendre jusqu'à l'achat.
la plupart des CRM vont pouvoir le faire de façon efficace. Peut-être une intégration avec votre gestionnaire de courriel aussi. Si vous êtes avec Gmail, si vous êtes avec Outlook, peut-être que si vous avez les courriels qui rentrent automatiquement et qui s'ajoutent au contact de chacun de vos clients pour avoir dans votre historique, ça aussi, c'est quand même assez pratique comme fonctionnalité. C'est ça, on me demande pour Zoho CRM, qu'est-ce que tu en penses? HubSpot? Zoho CRM, HubSpot, c'est très bon. C'est très bon aussi, oui, c'est très bon. Je ne les ai pas mentionnés, mais en fait, oui, c'est quand même 2 majors aussi. C'est très bon. Super. Puis pour les petites entreprises, c'est toujours la même question. Autre que Salesforce, pour avoir des coûts mensuels plus abordables, est-ce qu'il y en aurait selon toi? Bien, ça fait longtemps que je n'ai pas payé, mais je pense que Zoho ou HubSpot pourraient vous offrir des forfaits qui sont plus bas. Okay. Nutshell aussi. Donc, Salesforce, à moins que je me trompe, ça commence à 75 $ américains par mois. Le seul problème, c'est que je crois qu'on doit payer pour l'année au complet. Et ensuite, bien, si vous voulez avoir d'autres intégrations, des choses qui sont plus avancées, bien, souvent, il y a des suppléments à payer. Parce qu'en fait, il faut comprendre que Salesforce, ça s'adapte très bien pour les petites entreprises, mais ça s'adapte très bien pour les grandes entreprises aussi. Donc, il y a des entreprises pour qui payer 1 000 $ par utilisateur de Salesforce par mois, ce n'est pas un problème. Donc, il y a plein d'options très, très avancées qui sortent dans Salesforce. Donc, vous pouvez payer relativement peu cher, mais vous pouvez payer incroyablement cher aussi, dépendant des fonctionnalités que vous voulez avoir. Comment installer des cookies pour retracer les clients plus leur comportement sur notre site? D'accord. Les comportements sur le site, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un heatmap. Un heatmap, ça va vous montrer comment votre client interagit avec votre site. Donc, ça s'appelle un heatmap parce que dans le fond, vous allez avoir un écran, puis vous allez avoir des sections qui sont rouges. Donc, vous allez, par exemple, voir votre page d'accueil, puis vous allez voir, OK, cette section-là est très, très rouge parce que c'est très recherché. Celle-là est bleue et pas très recherchée. J'ai des gens qui ont été plus ou moins bas sur la page, qui ont passé tant de temps. Donc, vous pourrez regarder pour des heatmaps. Je pense que Hotjar en est un qui fait des heatmaps. Donc, ça, pour le comportement sur le site, c'est très bien. Maintenant, pour les cookies sur le site, en fait, ce que vous allez faire, c'est qu'en installant votre Facebook Pixel ou en créant des groupes de remarketing avec votre Google Analytics, c'est eux qui vont gérer. Donc, dans le fond, Facebook Pixel, en fait, c'est quoi? C'est qu'il va placer des cookies sur les sites sur les browsers, dans le fond, de vos visiteurs. C'est ce qui va vous permettre de les rejoindre. Super. J'ai encore une question. Est-ce que développer une application qu'on peut vendre sur Apple Store est très dispendieux à créer? Je sais que tu en as parlé déjà avant, mais application qu'on peut vendre, ouais, c'est ça. Bien, c'est quand même assez large comme question. En fait, c'est parce que ça dépend de ce que vous voulez faire. Est-ce que c'est compliqué à développer? Il y a des gens qui se spécialisent dans le développement. Ça peut être tellement... ça peut être 5 000 $ si vous voulez repartir d'un site web. Ça peut être 1 million de dollars si vous voulez développer un jeu. Ça dépend vraiment du type d'application que vous voulez avoir et que vous voulez développer. Super. Ça fait le tour des questions de mon côté. Je vais peut-être laisser un petit 10 secondes au cas où quelqu'un aurait une dernière question à poser. Sinon, je me suis fait poser la question encore une fois si tu acceptes le partage de ta présentation et de l'enregistrement. Oui, c'est bon, je vais pouvoir le partager. Et puis, si vous avez des questions, bien, vous pouvez me rejoindre par courriel. Là. Vanessa pourra laisser mon adresse courriel là, dans le chat. Parfait, je vais faire ça. Merci Martin. Je vais laisser la parole à Karina. J'ai plus de questions pour toi. Je pense que ça a été très clair pour tout le monde. Parfait, merci. Merci. Merci beaucoup, Martin. Très intéressant pour encore une fois. On est très heureux aussi de t'avoir à titre de conseiller dans le virage numérique. Donc, merci beaucoup. Puis, encore une fois, ce webinaire a été propulsé, merci à tous d'être présents, propulsé par Détail Québec et également le CQCD. Les webinaires à venir sont mardi 7 juillet. On passe en omnicanal, comment maximiser vos revenus de vente au détail avec Cameron Nixon.
Mercredi 8 juillet, on est très occupés. Mercredi 8 juillet, 10 heures, le commerce en ligne, j'allais dire 101, mais 101, logistique, emballage et expédition avec Mélanie Belland, Jean Carrier et Lynne Legault. Un webinaire qui pourra sûrement vous intéresser. 9 juillet, 10 heures, comment faire face aux enjeux de l'emploi juridique et RH avec Maître Karine Fournier, que vous avez peut-être déjà entendu, si je ne me trompe pas, début juin. Mardi 14 juillet à 10 heures, discrimination systémique, éliminez vos processus avec Julie Tardif et Noé Diaz. Mercredi 15 juillet à 10 heures, référencement local, augmenter sa visibilité auprès d'acheteurs locaux avec André Gagné. Donc, comme vous pouvez le constater, vos horaires seront sûrement chargés pour les prochaines semaines. Merci encore pour votre belle participation. Un grand merci encore, Martin, pour ton excellente conférence. Évidemment, merci à Vanessa pour le support à travers tout ça. Puis, vous pouvez toujours nous suivre sur detailquebec.com ou sur nos réseaux sociaux CQCD dans la section événements où vous allez trouver toute l'information. N'hésitez pas si vous avez des questions également. Bonne journée à tous et merci encore. Au revoir. Merci à tous. Merci Martin.